Bonsoir à tous, c'est le grand rendez-vous de l'infotainment sur BB24. Ça se passe tous les jours de 19h à 21h, lundi, vendredi. Alors, pour le compte de ce soir, nous vous promettons 4 différents plateaux. Un avec un entrepreneur agricole. Un autre plateau sera animé par une personne qui est défenseur donc, des albinos. Nous allons accueillir une conseillère en éducation et un 4e plateau avec un phytothérapeute. On ouvre tous ces différents plateaux juste derrière la météo. Bien sûr que c'est le grand rendez-vous sur BB24. Alors, ce rendez-vous nous fait scruter tout simplement le marché de l'agroalimentaire avec un constat chez les téléspectateurs. De plus en plus, c'est un secteur qui connaît d'investisseurs et l'invité nous dira tout à l'heure combien ça marche pour ces investisseurs qui sont dans le secteur de l'agroalimentaire. La médecine traditionnelle béninoise est en fête depuis hier au Bénin. C'est la 17e journée nationale de la médecine traditionnelle. Nous profitons bien sûr de cette célébration pour donc vous présenter les défis à relever pour donc améliorer, faire développer davantage et mettre ce secteur au service de la santé des Béninois. Et également, aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Nous allons célébrer les albinos tout à l'heure sur le grand rendez-vous. Ce sera avec un albinos. Il est promoteur, coordonnateur, bien sûr, de l'ONG Connection Worldwide qui défend, bien sûr, la cause des albinos au Bénin. Et nous allons également parler d'orientation scolaire aujourd'hui. Oui, la série continue sur Autant savoir. Il sera question d'opérer aujourd'hui le choix de carrière. Voilà donc le menu des plateaux. Le grand rendez-vous, vous savez, c'est le journal également. Nadège Sani à la présentation ce soir. Bonsoir Nadège. Bonsoir Assim Gaba. On va vous retrouver dans 45 minutes pour le développement du journal de ce soir. Dites-nous quel est le principal menu de cette édition. Merci à vous, Assom. Bonsoir, chers téléspectateurs. 12 juin, journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Cette année, le ministère du Travail et l'UNICEF ont opté pour la sensibilisation. Ils ont rappelé aux parents l'importance de l'éducation des enfants. Notre environnement se dégrade chaque jour. Le monde perd ses ressources aquatiques et forestières. Comment freiner le phénomène? Un spécialiste en environnement nous en parle dans cette édition. Et puis, la Coupe du monde de football démarre demain. Plusieurs matchs sont prévus. Nous nous sommes rapprochés de la communauté sénégalaise vivant au Bénin pour recueillir leurs impressions avant le début de la compétition.
Merci beaucoup. Donc, tout à l'heure, à 19h45, on dira « Allez, les lions de la Teranga ». C'est ça, hein, Nadessani? Bien sûr, Assoum Gaba. Et ce sera avec Herman Amégan. Herman Amégan pour ce reportage superbe. En tout cas, le grand rendez-vous, vous le savez, vous accompagne également dans cette actualité de la Coupe du Monde de football qui se déroule, bien sûr, en Russie. Ça commence donc demain. Alors, pour le compte de ce soir, revenons bien sûr à nos sujets, tout simplement, pour vous dire que nous allons ouvrir les plateaux du grand rendez-vous. Pour ce soir, c'est Arthur et Bien-être qui nous permet donc de démarrer. Oui, le Bénin célèbre depuis hier la 17e journée nationale de la médecine traditionnelle. Quels sont les défis à relever pour donc mettre la médecine traditionnelle au service de la santé des Béninois, des Africains, pourquoi pas du monde entier? Nous allons parler de cela tout à l'heure avec un phytothérapeute. Suivons déjà ce reportage de Diane Amoussou qui nous amène sur le marché de vente des plantes médicinales. On appelle ça chez nous la tisane. Regardez. L'homme et la plante, une histoire qui dure dans le temps, tant les plantes lui ont révélé leurs vertus médicinales. Leur connaissance se transmet de génération en génération. Dans certaines familles au Bénin, la maîtrise des plantes est avant tout un héritage. C'est un héritage de notre grand-père. Nous sommes nés dedans. Mes parents sont des praticiens qui ont servi pas mal de choses. J'ai alors des aînés qui ont fait la médecine traditionnelle. L'utilisation des plantes dans le traitement des maladies n'est pas chose aisée. Le dosage, la posologie, tout doit être fait avec minutie. Au temps de nos grands-parents, ils préparent seulement les tisanes, on donne à boire dans un gobelet ou bien dans un quoi. Mais aujourd'hui, par exemple, un produit à attribuer à un patient, c'est à prendre avec le verre talopémie, qu'on appelle le verre à thé, le cuilleré à café, le cuilleré à soupe. Voyez-vous, ça c'est dans le cadre des dosages de la posologie, ça. Maintenant, au niveau de laboratoire, là où nous fabriquons nos produits, il y a aussi les ustensiles qui peuvent nous servir à connaître le nombre de grammes, le nombre de kilos que nous pouvons mélanger. Les médicaments et des plants maintenant, ça a des effets secondaires. Ceci n'a pas d'effet secondaire. Tu prends ça, ça te guérit. Même les médicaments des blancs, souvent ça nous crée encore d'autres maladies. Si on essaie, dans son essai, il y a aussi des maladies qui nous arrivent. Mais ceci, même si il y a des essais de ça, ça ne fait rien. Il y a des tisanes que nous conseillons aux clients de ne pas boire à midi pour ne pas être fatigué à cause du soleil. Il va la prendre plutôt le matin et le soir. Il y a d'autres qu'il va boire matin, midi et soir. C'est l'apprentissage et l'expérience qui guident le vendeur. Vendues en gros ou en détail, ces plantes médicinales ont diverses origines. L'État béninois nous a aidés. On a des différents jardins botaniques. Normalement, ces jardins sont pour nous les praticiens. Bon, si tu te trouves dans un milieu qu'il n'y a pas ces jardins botaniques, bon, toi-même, tu peux cultiver aussi tes plantes. Ou c'est de là que les bonnes dames sont devenues nos livrets des fois. En attendant de répondre aux besoins en matière de cure, les plantes, racines et autres sont stockées dans des conditions pas toujours des meilleures. Oui, c'est vous qui avez raison, hein. Diana Monsour, ça fait partie en fait des défis à relever. La vente, les conditions de vente, bien sûr, de ces tisanes en réalité. Ah ben, un peu de tisane, ça fait pas du mal, hein. Et ça fait toujours du bien, n'est-ce pas, docteur Chidima? Moi, j'ai pris ce matin déjà. Ah oui. Ma dose. Super. Bienvenue sur le grand rendez-vous. Merci de signer le grand retour sur Nature et Bien-être. Bonsoir, heureuse Bonsoir, Assoum Gaba. On revient toujours sur cette célébration de la journée nationale de la médecine traditionnelle. C'est depuis hier. Eh oui, tout à fait. Comme le disait le docteur, il a pris sa dose ce matin. Oui. C'est d'ailleurs ce qu'on faisait. Avant de prendre le petit déjeuner, il faut prendre ta dose. Sans ça, vous n'avez pas de l'argent. Oui, il n'y a pas de bruit le matin. Ma maman, si tu ne prends pas la tisane de Kininuma, très amère, là, tu ne peux pas prendre les 10 francs. Mais aujourd'hui, ces habitudes, bon, tendent à disparaître. Ça ne peut pas disparaître.
Ça ne peut pas, parce que, il faut le dire, ça ne peut pas disparaître. Et que faire aujourd'hui, ça fait partie des défis que vous avez, vous, spécialiste de la médecine traditionnelle, avez à relever, n'est-ce pas? Oui, ça ne peut pas disparaître. Nous devons tout faire pour prendre encore ce niveau qu'on était. Pourquoi vous dites qu'il faut forcément garder ces pratiques-là? Oui. Pourquoi? Le pourquoi, c'est très simple. Aujourd'hui, nous appelons la Chine le pays le plus développé. Mais la recherche a démontré que c'est les médicaments chinois sont vendus dans tout le monde entier. Et il y a en occurrence en Afrique. Et si la médecine chinoise, aujourd'hui, a un nom, c'est parce qu'ils ont accepté leur médecine, ils l'ont consommé tant, ils l'ont promu, et maintenant ils l'ont commercialisé pour devenir plus riches économiquement sur le plan planétaire. Tout à fait. Ah oui, c'est très simple. Si le Bénin veut être ici, dans les rangs des pays développés, que le Bénin se soigne par les médicaments ou les phytomédicaments ou les plantes béninoises. Tout simplement. Il n'y a pas à chercher quelque part une autre solution. Parce que tout le monde est malade et tout le monde se soigne. Et si tout le monde est malade, tout le monde va se soigner. Avec ce que nous avons, nous sommes déjà développés nous-mêmes ici. Économiquement même. Économiquement. Et nous pouvons le vendre très cher. 100% médecine traditionnelle au Bénin, est-ce que c'est possible? C'est très possible. Aujourd'hui, on a 100% médecine chinoise. Pourquoi vous dites ça? Il y a de cela 30 ans, la Chine n'est pas ce qu'elle est. Mais la Chine a eu des perspectives qu'il a tout fait pour atteindre les objectifs. Et aujourd'hui, la Chine est ici. Il n'y a pas de ne pas faire. L'Inde, on n'en parle même pas. Donc nous devons avoir aujourd'hui une médecine, comme on le dit, médecine chinoise, une médecine béninoise. Une médecine béninoise, tout simplement. Alors, pour avoir cette médecine béninoise, il y a quand même des défis à relever, il y a des choses à faire. Que faut-il faire en réalité? Tout simplement, oui. Il faut que chaque béninois se pose la question de savoir, si je suis malade, je prends quoi? Au moment où mon papa, ma maman développaient des affections, ils prenaient quoi? Peut-être, qu'est-ce que papa a pris ou maman a pris avant que moi je sois même dans le ventre de ma maman pour être bien né? C'est des questions qu'on peut se poser. Et si ces bienfaits avaient vécu avec leur force totale, et des gens ont vécu plus de 100 ans sans protocole, c'est parce que les plantes les entourent. Ils croyaient en ces plantes. Donc si chacun peut commencer par vous dire là où il est, je ferai quelque chose pour promouvoir cette médecine béninoise, ça donnerait un au Bénin. Ça, c'est déjà le rôle que chacun de nous, chaque consommateur doit jouer. Oui, et nous, praticiens, nous devons tout faire pour nous imposer. Vous imposer, c'est quoi? Déjà, pour dire pourquoi j'ai dit de nous imposer, déjà les rapports de l'OMS disent que 80% de Béninois Africains couvrent la phytothérapie. Ça veut dire que nous imposons déjà parce que c'est 80% d'Africains. C'est plus de 800 millions d'Africains qui aiment la pharmacopée. Maintenant, nous, acteurs, praticiens de cette médecine, nous imposer comment? En rendant plus efficaces nos inventions, nos produits issus de ces plantes. Et en concurrençant vraiment par l'efficacité les autres produits de l'autre côté qui ont bien fruit des effets indésirables, des contre-indications que notre organe ne tolère pas. Nous allons imposer nos produits pour leur efficacité et avec le fait que ces produits n'ont pas de contre-indication. Vous voyez combien de fois les gens vont aimer. Par exemple, hier on a fêté. Une équipe est restée au sein du ministère de la Santé avec le nouveau ministre. Il a des défis à relever. Et on a applaudi. Mais j'ai mieux, notre laboratoire, nous on a changé autre chose. D'être plus proche de ceux qui ont besoin de nous. Les pauvres populations qui sont anémiées, par exemple. En choisissant 100 anémiés. Et on a catégorisé les enfants de 0 à 5 ans anémiés, les femmes enceintes opérées qui sont anémiées, qui ont cherché du sang, on n'a pas trouvé, et les femmes qu'on veut césariser qui sont anémiées. Et on a choisi un département le jour. Et hier, on était dans le jour. On a tout fait, on a trouvé les 100 patients et on a distribué le produit. Et déjà, les gens... Des phytomédicaments. Des phytomédicaments béninois. Vitaïron, par exemple. C'est ça qu'on a distribué hier. Et d'abord, il faut voir le CSD du jour hier, au moment où responsable de la maternité, qui avait prescrit le produit qu'on avait manqué dans les pharmacies et que les gens sont retournés sans trouver le produit. Mais vous voyez sortir de la voiture hier, sans même les avertir, elle a comme ça crié, wow, le sauveur est arrivé. Et là, toutes ces femmes du regard m'ont accueilli, et dit, mais voilà mon projet. Est-ce qu'il y a des gens qui sont anémiés?
Non, non, écoutez, il fallait voir. On a prescrit le sang, il n'y en avait pas dans la banque de sang. Et il fallait être là en ce moment pour distribuer cela. Il y a quelqu'un qui a fait des jumeaux et qui est anémie complètement, ne peut même pas se lever. On cherchait le sang, on ne trouvait pas. Immédiatement, on a fait le mélange, on les a distribués. Mais vraiment, vraiment, c'était formidable. On est allé à Bouillon, on est allé au centre de Bomé. On a suivi ce reportage-là, Dr Chidimé, tout à l'heure, où les dames parlaient de la vente de ces plantes médicinales. Oui. La journaliste déplorait, bien sûr, les conditions de vente de ces plantes-là. Est-ce que ça ne fait pas partie des défis à relever pour davantage rassurer les consommateurs? C'est pour cela que je fais un coucou au programme national de la pharmacopée, et qui a écouté nos cris de cœur, et qui a fait son rapport en bonne et due forme. Et déjà dans le programme d'action du gouvernement, il y a un volet qui était de réglementer la phytothérapie. Très bien. Aujourd'hui, on a un organe de régulation de la phytothérapie qui est installé au sein du ministère de la Santé. C'est un pas. C'est un grand pas. Et que, par exemple, tous ceux qui vendent ces plantes-là, on doit les connaître. On doit les connaître. Comment les connaître? On doit les identifier. Et qu'elles doivent avoir l'autorisation d'exercice. Même les vendeuses? Oui. De nos tisanes, là, de nos plantes, là? Elles doivent avoir l'autorisation d'exercice de la médecine béninoise. Ah, parce qu'en quelque sorte, elles font également de la médecine? Oui, elles conseillent les plantes, elles soignent avec. Tout à fait. Elles doivent avoir une autorisation. Et pour avoir l'autorisation, là, vous savez ce que c'est? Ce n'est pas facile. Là-bas, d'abord, le chef village ou le chef quartier doit connaître que la dame la vend et soigne avec ces plantes, effectivement, est compétente dans 1, 2, 3 maladies, doit signer un papier. Là, comment on va reconnaître à chaque vendeuse tel type de maladie, des spécialités, des spécialités en réalité. Et que tous ceux-là qui seront répertoriés et qui auront leur autorisation sauront comment on peut cueillir les plantes et dans quelles conditions on peut cueillir les plantes. Comment maintenant il faut traiter ces plantes. Donc, ils auront des formations à bonne et due forme. Et surtout, comment les conserver une fois? Comment les conserver, vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'un travail se fait. Et maintenant, après avoir ça là, par exemple, ceux qui fabriquons, qui avons des centres de prise en charge des maladies en phytothérapie là, nous devons avoir l'autorisation d'ouverture de cabinets privés en phytothérapie. Et maintenant, si nous avons des produits que nous allons commercialiser, il faut avoir l'autorisation de mise sur le marché. Et le comité vient d'être installé pour étudier les dossiers de l'autorisation de mise sur le marché. Donc, ce qui veut dire que... donc, il y a de beaux jours. Il y a de beaux jours devant la pharmacopée. Alors, vous aviez déploré entre-temps que ce n'est pas facile quand même d'avoir cette autorisation de mise sur le marché. Ils nous ont écouté d'abord et dit coucou à ce gouvernement qui écoute et qui prend la décision. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bon? Est-ce que vous avez plus de facilité? C'est bon parce qu'on a pu pas autoriser les médicaments, mais on a autorisé dans le mois passé 14 phytothérapeutes béninois. C'est la première fois au Bénin. Vous en faites partie? Non, mais écoutez, je ne peux pas le dire parce que les dossiers sont déposés, mais il y a 14 qui sont sortis quand même. Et que les 14 qui sont sortis, ils ont fourni les dossiers comme il le faut. On a étudié minutieusement le dossier. C'était vendredi de 9h. On s'était séparés. À quelle heure, Dieu seul le sait. Vivement que le ministère de la Santé publie ces 14 phytothérapeutes pour qu'on puisse sache en réalité. Voilà, oui, ceux qui sont légaux. Et c'est le ministre qui est actuellement ministre l'ancien Alassane Seydou qui a signé. Donc ce qui veut dire que le ministre va signer pour tous les phytothérapeutes, tous les phytopraticiens du Bénin. Vous comprenez? Et maintenant, c'est formidable, c'est formidable. Et ce qui est bien. Oui, je ne vous arrête pas, mais il y a également le ministère, voilà, le ministère fait des efforts, vous reconnaissez sur ce plateau, mais à votre niveau également, il y a tout un problème au sein du désordre. C'est carrément du désordre. Oui, écoutez, c'est du désordre, je le dis, je le vais toujours le répéter. Dans votre corps même. Dans notre corps, on est fissuré, on est divisé. Que faire aujourd'hui? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une plateforme des phytothérapeutes qui allez la voir dans un bref délai. On est en train d'étudier, de travailler en bonne et due forme. Vous aurez vraiment
une plateforme de la phytothérapie dans un bref délai. Parce que tous ces désordres, c'est parce qu'il n'y avait pas une autorité de régulation et que ça se passe. Maintenant qu'on en est, et que ceux qui doivent être même dans une association doivent avoir l'autorisation. Et si tu as l'autorisation, il y a notre livre d'éthique et de la déontologie que nous avons déjà, et que chaque praticien doit s'y conformer. Et que, en quelque sorte, tous ces fissures vont passer à côté dans un bref. Et on était dans le désordre, et maintenant ça se réorganise un peu, ça va changer. Seulement, ce que je vais encore dire, avant, il fallait fournir tout ce que les gens fournissaient pour avoir l'autorisation de mise sur le marché des médicaments venant de l'autre côté. Oui. Maintenant, le comité est en train d'étudier, maintenant, pour alléger la procédure. Ce qu'il faut pour les médicaments les phytomédicaments locaux. Okay. Vous comprenez? Voilà. En quelque sorte, et que, déjà, ce qui est encore très bien, l'instance de régulation de la pharmacopée, le produit autorisé, par exemple, après, va fournir des dossiers pour avoir l'autorisation de publicité. Okay. Vous comprenez? Voilà. Pour sensibiliser la population sur le produit pour qu'ils puissent être soignés. On comprend, Dr Tchilimé. Merci beaucoup, Dr Qui a beaucoup de réformes. Il y a beaucoup de réformes qui se font. Le secteur est en train d'être assaini. C'est dû pour nous qui subissons les réformes. Oui. Mais il le faut pour la santé des populations et pour la confiance. Et pour nous-mêmes. N'est-ce pas? Merci beaucoup. On ne peut pas demander quelque chose de son contraire. Merci, Dr Tchilimé. Merci d'être venu sur le plateau. C'était un plaisir pour nous de vous avoir accueillis, d'avoir entendu tout ça, de savoir en réalité que le secteur est en train d'être assaini. Ça rassure beaucoup plus les consommateurs que nous sommes. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Rose Danolé. À très bientôt également à vous. On va tout simplement se rendre chez Estelle Pazou. Vous connaissez chez elle. Hein? Là-bas, ça prépare, ça mange, ça cultive et tout le reste, ça transforme. Ah oui, c'est l'agroalimentaire, on en parle. C'est Monde agricole. L'agroalimentaire au Bénin, parlons-en et disons tout déjà que c'est un secteur qui est en pleine croissance, qui connaît davantage d'investisseurs. Et pourquoi cela? Comment ça marche en réalité pour ces investisseurs? Qu'est-ce qui les attire vraiment vers ce secteur de l'agroalimentaire? Nous allons vous les détailler dans un instant. Suivons d'abord ce reportage réalisé par Karamat Agbataou qui nous présente l'agroalimentaire au Bénin, côté entrepreneuriat. Regardez. L'industrie agroalimentaire est un potentiel certain dans la chaîne de développement des petites et moyennes entreprises. Elle a fortement évolué au cours de ces dernières années. Le poids exercé par la grande distribution des produits agricoles sur le marché favorise la professionnalisation du secteur. L'ensemble des facteurs a entraîné de nouvelles relations commerciales et des changements des modes de production, d'où l'opportunité des salons agroalimentaires. Le salon de l'agroalimentaire, c'est un creuset d'échange qui veut réunir les acteurs du secteur de l'agroalimentaire pour discuter autour des goulots d'étranglement qui freinent l'évolution du secteur. Alors le salon a pour objectif de faire un point en fait, sur ces problèmes qui minent l'évolution du secteur et de trouver des approches de solutions, que ce soit par des entreprises, des ONG. Donc en fait, ils nous permettent d'avoir un réseau d'entreprises assez grand, de réunir ces entreprises, de nous garantir qu'elles ont des bonnes pratiques de gestion. Et nous, derrière, on peut leur fournir des services mutualisés de packaging, de communication, de gestion de marque et de distribution. Aujourd'hui, les consommateurs des produits agricoles mettent plus l'accent sur un mécanisme de production adéquat et un système de package bien structuré suivant les normes alimentaires. Une pratique qui peine à rentrer dans le comportement des fournisseurs agricoles. Nous avons actuellement au Bénin des entreprises qui s'essayent dans l'agroalimentaire mais qui ne sont pas encore vraiment capables d'arriver à s'offrir les emballages dont ils ont besoin, des matériels et équipements dont ils ont besoin. Alors il y a plusieurs freins aux questions de packaging pour les entreprises locales. Le premier, c'est la taille. Au Bénin, on n'a pas encore le marché pour que ces entreprises atteignent une taille intéressante et pour pouvoir avoir des coûts d'emballage intéressants. Le deuxième problème, c'est l'information. On ne sait pas qui produit quoi et où. Si on veut chercher l'emballage, il faut d'abord faire soi-même toutes les démarches et ça prend du temps et ça coûte de l'argent. La troisième des choses, c'est la différenciation. Les emballages qui sont disponibles ici sont souvent les mêmes pour plusieurs entreprises, donc on se retrouve avec des gens
qui, dans des emballages de bouteilles d'huile, mettent du sirop, mettent du sucre, mettent du miel. Pour les producteurs, l'étroitesse du marché de consommation serait la véritable cause. Prioriser le travail en réseau serait une solution adéquate. L'une des manières de relever ce défi-là, en fait, c'est de mutualiser. C'est de se réunir à plusieurs entreprises pour pouvoir soit importer du packaging différencié, soit avoir un pouvoir de négociation sur place pour pouvoir avoir des coûts intéressants. L'option qui arrangerait mieux les entrepreneurs, moi je leur dis souvent, c'est de, par exemple, s'ils n'ont pas la capacité de s'offrir la taille qu'il faut pour avoir un coût de production assez réduit, c'est de se regrouper en plusieurs entreprises pour faire des commandes qui pourraient les arranger et avoir quand même un resto ou bien un coût assez réduit pour leur production. Dans le même temps, les techniques de production ont évolué et répondent de plus en plus à des impératifs de gain de productivité dans un environnement extrêmement concurrentiel. Sans aucun doute, l'agroalimentaire au Bénin est un secteur porteur d'avenir. Oui, et nous en parlons aujourd'hui et j'espère bien que Mme Georgina Adjanorou va vraiment confirmer ce que vient de dire Marcel Guetoro à travers son reportage, que c'est un secteur en pleine croissance, vrai ou faux? Vrai. Ouais. Merci en tout cas d'être là. Bonsoir Estelle Pazou. Bonsoir à vous, Assine. Nous sommes chez vous, là où ça prépare, là où ça mange, là où ça transforme, ça cultive, ça élève le monde agricole. Nous sommes dans le monde agricole, mais nous ne sommes pas chez moi. Bon, c'est chez vous, je l'appelle comme ça. Allez, on parle d'agroalimentaire, un secteur en pleine croissance au Bénin. Oui, vous l'avez si bien dit, Madame Adjanorou l'a confirmé tout à l'heure. Elle aussi, elle est dans le secteur agroalimentaire. Et pour commencer, on va lui demander depuis quand elle s'est engagée dans ce secteur-là. Merci beaucoup, Madame Estelle. Merci à Monsieur Gaba. Je me suis engagée dans le secteur agroalimentaire depuis que je me suis engagée à faire de la transformation agroalimentaire à l'université. Donc, encore à l'université, en pleine étude, j'ai constitué une association, une coopérative de transformation de jus d'ananas. Je pense en général de transformation de fruits frais en jus. Donc, on transformait beaucoup de fruits en jus, mais notamment le jus d'ananas. Donc, ça, c'était déjà dans les années 2006, 2007, 2008. Donc, juste après mon cursus universitaire, j'ai dû intégrer le monde du travail. Donc, j'ai intégré les programmes d'appui au secteur agricole. Et ça ne m'a pas permis d'avoir du temps pour continuer avec ma coopérative. Donc, j'ai diminué les efforts que j'accordais à ce secteur-là de mon travail. Alors, ce qui m'intéresse réellement, c'est de savoir, au moment où vous aviez commencé ces activités dans l'agroalimentaire, quelles étaient les réalités du secteur? Exactement. Donc, je vous dis, déjà en 2008, et je peux vous dire que ce qu'on a observé, c'est quoi? C'est qu'il y avait une très grande disponibilité de la matière première. Oui. Une très grande disponibilité de la matière première, c'était disponible. Mais en même temps, on avait des difficultés à avoir des emballages. Tous les emballages qu'il fallait avoir pour conditionner nos jus, c'était des emballages recyclés. Donc, il n'y en avait pas du tout. À côté de ça, on avait de grandes difficultés à avoir des équipements de transformation. Ces équipements de transformation n'existaient pas du tout. Donc, c'est vous dire que le secteur de la transformation agroalimentaire était encore assez petit, à ses premiers pas. Et aussi, il n'y avait pas du tout de communication autour des produits agroalimentaires. Ce qui veut dire que lorsque nous, on s'est lancé dedans, on devait nous-mêmes faire du porte-à-porte, on devait communiquer, on devait utiliser les moyens de communication dont on disposait. Parce que déjà, le monde numérique n'était pas encore assez développé dans notre pays en ce moment-là. On devait communiquer de bouche à oreille et difficilement avec nos moyens de bord, on arrivait même à communiquer sur les radios de proximité. Et aujourd'hui, ici, on doit faire une comparaison. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Je peux vous dire qu'en 10 ans, beaucoup de choses ont changé. Et ça se ressent même sur le terrain avec les producteurs agricoles par la raréfaction de nos matières premières. Actuellement, en l'espace de 10 ans, le prix de l'ananas a augmenté
le prix a été multiplié par 5 voire 6 même. Wow. Et ça dit que les Béninois consomment maintenant du béninois, c'est ça? C'est bien ça. Je pense que les Béninois consomment les fruits béninois à travers la transformation agroalimentaire. Parce qu'en moins de 10 ans, en moins de 10 ans, je peux vous dire que le nombre d'entreprises, de mini-entreprises, micro-entreprises qui se sont installées dans le secteur de l'agroalimentaire a été multiplié par 4. On a vu des gens se sont lancés dedans. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui ont compris que l'avenir de notre pays se trouve dans l'ajout dans la valeur ajoutée à nos produits agricoles, à nos matières premières. Ils se sont lancés dans la transformation. Mais tout de suite, ça a joué sur nos capacités de production agricole. Voilà. Ça parle déjà des difficultés que vous rencontrez. On va y revenir, mais outre la transformation, quels sont les sous-secteurs de l'agroalimentaire qui évoluent aujourd'hui au Bénin? Très bien. Donc, si on doit revenir sur ces sous-secteurs-là, déjà le sous-secteur qui évolue très bien avec la croissance de l'agroalimentaire du monde, la transformation aujourd'hui, c'est le secteur les équipementiers en fait. Ceux qui produisent les machines, parce que quand on parle de transformation, on parle d'équipement. Quand on parle de transformation, on parle de machines. Et pour nous qui sommes aujourd'hui, qui avons fait, ou bien qui continuons toujours de faire la transformation des fruits, on doit pouvoir trouver de manière indispensable les broyeurs, les malaxeurs, même les petits capsuleurs qu'on utilise dans les unités, on doit pouvoir les trouver. Pour ceux qui sont dans le riz, ils ont besoin des décortiqueuses, ils ont besoin des trieuses pour pouvoir trier le riz, des calibreuses pour pouvoir calibrer le riz. Pour ceux qui sont dans le palmier à huile, ils ont besoin des presses décamées de chez nous. Ils ont besoin des pulpeurs laveurs, ils ont besoin des clarificateurs, ils ont besoin des égrappeurs, tout ça. Pour ceux qui sont dans le manioc, voilà encore un secteur qui est en pleine expansion. Ils ont besoin des séchoirs. Ceux qui sont dans le manioc, qui se sont spécialisés dans la farine panifiable de manioc, ils ont besoin maintenant des séchoirs qui utilisent maintenant des séchoirs automatisés qui envoient de l'air chaud pour pouvoir sécher la farine panifiable qui sort du manioc, afin que cette farine panifiable-là ne soit pas exposée à l'air avec tout ce qu'on constate comme contamination et tout ça. Aujourd'hui, ces gens-là ne font plus de séchage solaire. Donc, le secteur des équipementiers est un secteur au Bénin qui est en très grande évolution. À part ce sous-secteur-là, nous avons le secteur de l'emballage. Le secteur de l'emballage, aujourd'hui, est fortement sollicité. Comme le reportage vient de nous montrer tout à l'heure, vous allez constater que nous n'avons pas une diversité d'emballages. On a des emballages que presque tout un secteur des mini-entreprises utilisent. Un même emballage pour des gens qui font de l'huile de palme. Et ce même emballage, c'est à conserver de l'huile d'arachide ou à conserver d'autres types d'huile. Et ça, on fait même du jus, de l'emballage qui sert à transformer de l'huile, qui sert encore à transformer du jus. C'est parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas une diversité d'emballage. En fait, tous les produits qu'on transforme aujourd'hui n'ont pas un répondant spécifique en matière d'emballage. Quand nous produisons de la farine panifiable, on est obligé de plastifier ça en sachet et tout ça. Mais il y a des emballages appropriés pour cette farine qu'on ne retrouve pas forcément ici. Donc, je peux vous dire qu'actuellement, les acteurs qui sont dans le domaine de l'emballage se cassent beaucoup la tête parce que c'est un secteur qui requiert beaucoup de financement. Pour installer une usine d'emballage, de confection d'emballage, c'est beaucoup de millions. Et sur ce, je profite en même temps pour adresser un message à nos autorités vraiment qui pensent qu'ils peuvent nous aider par rapport à ça afin que ce secteur décolle dans notre pays pour accompagner le secteur de la transformation agroalimentaire. Et justement, en parlant de transformation, quels sont les produits phares aujourd'hui qui sont transformés au Bénin? Très bien. Donc, si on doit aller dans ce domaine-là, je pense qu'on peut aller. Notre pays, il y a plusieurs départements dans notre pays. Et ces départements-là font intervenir des zones agroclimatiques. Donc, dans le secteur de l'Atlantique,
Bon, quand on parle du littoral, l'Atlantique et tout ça, vous allez constater que l'ananas est vraiment prépondérant. Le premier produit. Le premier produit phare qu'on transforme dans ces départements-là. Mais il y a, en plus de ça, c'est un département qui a des transformateurs qui transforment un peu de tout. À part l'ananas, vous allez voir des transformateurs de cajou, vous allez voir des transformateurs de manioc, tous ces transformateurs se retrouvent dans l'Atlantique et le littoral. Il n'y a pas trop... C'est pas rare, on en trouve. Maintenant, quand on évolue vers le zoo et autres, et dans le mono, vous allez constater que le riz est vraiment prépondérant. Le manioc, déjà, c'est quelle région? Le manioc, quand on rentre dans le zoo, on trouve le manioc. Et l'igname? Est-ce que l'igname est transformé? Sur le plateau aussi. Dans les collines, on trouve l'igname. Quand on rentre dans les collines, on trouve l'igname. Le borgou, on trouve l'igname. Quand on rentre, même dans le nord, en tout cas, dans le nord, on trouve l'igname. Mais le manioc, dans le zoo, même dans le nord, on trouve plateau aussi. Le plateau aussi, on trouve aussi beaucoup de manioc. À Paubec et tout, ces zones-là, c'est des zones de production forte de manioc où on peut trouver aussi du lafou, on peut trouver la farine panifiable, on peut trouver du garib, de bon garib. Depuis, on n'a pas encore trouvé un emballage Merci pour le beaucoup, lafou. monsieur. On n'a pas encore trouvé un emballage spécifique. C'est un emballage qui pourrait donner une certaine identité au lafou. Quand on rentre aussi dans le zoo, on rentre dans la Tagouar, on trouve des vaches. Il y a les millions, on fait l'élevage, les vaches et tout ça. On transforme en wangachi, on transforme en fromage. Mais notre fromage au Bénin ici, pas comme le fromage qui est importé, c'est pas un fromage qui est répondant en matière d'emballage, c'est pas un fromage qui est reconnu. Vous voyez. Donc cet effort-là, il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire. Et outre le défi de l'emballage aujourd'hui qui se pose au secteur agroalimentaire, quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez? Vraiment, merci beaucoup pour cette question. Dans le secteur agroalimentaire, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Lesquelles? Et ça, c'est sans surprise. Hein. Je vois Madame Estelle qui en rit déjà. C'est sans surprise parce que c'est un secret de polichinelle. Déjà, l'accès à la matière première. Aujourd'hui, tout le monde veut rentrer. Et je rends grâce à Dieu que ça soit vraiment le cas. Tout le monde veut rentrer dans le secteur de l'agroalimentaire. Mais notre production agricole plie sous le poids de tout la matière première manque maintenant. La matière première manque actuellement. Notre capacité de production souffre aujourd'hui. Et pour cela, l'État doit commencer d'intensifier ses efforts pour permettre au monde agricole de pouvoir servir ces entreprises qui sont dans l'agroalimentaire. Hormis cela, les acteurs de l'agroalimentaire, comme on vient de le dire, on a parlé de la thématique de l'emballage. Oui. On n'en parlera jamais suffisamment. On est toujours dedans. À part ça, on a aussi le problème, comme on l'avait dit, les équipementiers. Nos équipementiers aujourd'hui sont exposés à beaucoup de problèmes qui les empêchent de satisfaire. Madame Adjaloun, je propose qu'on revienne demain sur les difficultés liées à l'agroalimentaire et on va en même temps parler des femmes aujourd'hui qui s'intéressent beaucoup à ce secteur-là. Ah oui, comme vous. Comme vous et comme Georgina. Bon, vous serez là demain, j'espère, sans faute, pour nous en parler. Merci beaucoup à vous. Merci également à Marcel Arros de l'autre côté qui nous fait de très grands gestes. Oui, c'est vrai. La télé, c'est l'heure également. C'est une question de temps aussi. On va passer à une autre rubrique chez téléspectateurs. On parle d'orientation scolaire. Oui, pour devenir spécialiste dans l'agroalimentaire, pour devenir investisseur dans l'agroalimentaire, c'est depuis la base. Comme l'a fait, bien sûr, Georgina, qu'on a reçu dans un instant, vous avez vu, c'est depuis l'université qu'elle savait déjà qu'elle doit être transformatrice en réalité. Et ça se faisait déjà dans la création des coopératives et autres. Parlons d'orientation scolaire, c'est sûr, autant savoir. Aujourd'hui, on apprendra tout simplement à construire sa carrière en réalité, opérer le choix de carrière. Ça fait partie intégrante de l'orientation scolaire. Et là, parlons-en tout à l'heure avec Armel Siagbo, qu'on retrouve déjà à travers cette interview. Pour s'orienter sur le plan professionnel, il faudrait déjà avoir des bases. C'est que c'est plus complexe
de s'orienter professionnellement quand on ne l'a pas fait déjà le plus tôt possible. Parce que ce qu'il faudrait souligner, c'est que l'orientation devrait commencer déjà dès le bas âge, même au primaire. Parce qu'il faudrait que l'enfant se connaisse ses forces, ses faiblesses, ses valeurs. Pour pouvoir mieux s'orienter, qu'est-ce qu'il faut choisir, quel chemin prendre. Et nous savons les domaines, d'ailleurs, les domaines sont vastes. On peut même parler de médecine et il y aura encore d'autres sous-domaines. Donc, s'orienter professionnellement, c'est encore mieux si on se prépare, on s'oriente déjà depuis la base. Si on prend déjà les enfants, les tout petits, rien que des activités avec leurs parents, qu'est-ce que fait papa, que fait maman, ou bien voir les aptitudes, peut-être l'enfant dessine, est-ce que tu sais dans quel métier on peut dessiner, ce genre de choses. Et c'est comme ça. Peut-être au niveau de l'école, il peut y avoir une activité où on organise les enfants, on leur dit, vous allez écouter le papa de tel camarade parler de son métier. Et à travers ça, maintenant, on peut avoir des dessins, leur demander de colorier par rapport au métier que fait la personne sur le dessin. Et c'est ainsi on pose des questions aux enfants. Donc ça éveille en fait l'enfant à tout ce qui fait partie du métier. Et comme ça, quand il grandit, il prend conscience d'un certain nombre de choses. Il prend conscience aussi de ses qualités. Et quand il doit faire un choix, il n'a plus besoin de se casser la tête. Je fais quoi dans tout ça? Oui, ce n'est qu'une introduction à ce qu'on peut appeler orientation scolaire. Ce soir, avec Mme Armelle Siabo, qu'on retrouve bien sûr en plateau, nous allons apprendre à opérer le choix de carrière. Bonsoir, Mme Siabo. Bonsoir, M. Gaba. Merci de nous être revenus encore ce soir pour parler d'orientation scolaire. Mais dites-nous déjà, est-ce que le choix de carrière fait partie vraiment de l'orientation scolaire? Oui, tout à fait. Merci pour la question. Oui, ça fait vraiment partie de l'orientation. C'est en fait le but de l'orientation. Ah oui, le but de l'orientation scolaire, c'est le choix de carrière. Oui. Et comment ça se fait en fait? Puisque c'est l'orientation, son but, c'est d'opérer le choix de carrière. Comment est-ce qu'il faut donc amener déjà l'enfant depuis le bas âge à se mettre sur le chemin de ce qu'il va faire demain comme boulot ou comme profession? Oui, c'est comme je l'avais déjà souligné hier, c'est déjà à travers les activités ou les événements de la vie quotidienne. Okay. Puisque l'enfant est en interaction avec le monde qui l'entoure, donc il se découvre forcément. Et aussi, on peut aussi accentuer cette découverte de soi avec des activités. Et comme je le souligne, quand on remarque certaines aptitudes chez l'enfant ou chez l'élève, il faut l'aider à développer celles-ci. Et par exemple, un enfant qui aime la musique, l'aider, le mettre dans un groupe de musique peut-être, ou lui permettre d'avoir des cours particuliers, si c'est le dessin ou même la couture. Où il y a des enfants qui aiment bien vendre, enfin, ils s'intéressent peut-être, il y a des parents ou un membre de la famille qui est dans le commerce et ils se rendent compte que l'enfant s'y intéresse. C'est important. Ailleurs, oui, aux États-Unis, c'est une entrepreneur aujourd'hui, Simplicity Lab. Elle a dit qu'aux États-Unis, la culture, c'est d'aider l'enfant à comprendre que gagner de l'argent, enfin, l'argent, c'est important. Donc, très tôt, quand elle était au primaire, elle a monté son business, je vais dire, de vente de limonade. Ça a l'air de rien du tout, mais ça aide l'enfant déjà à planifier, gérer de l'argent. Tout le monde ne sait pas s'y prendre. Hein. Vous serez étonné des adultes peut-être qui viennent peut-être déjà de 18 ans, ils viennent fraîchement d'entrer dans la vie active. Ce n'est pas évident de savoir gérer ses finances. Ça, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui ne savent vraiment pas gérer leurs finances. Mais la question du choix de carrière, pour opérer ce choix, on sent qu'il y a c'est pas une lutte, en quelque sorte, en griffe, entre parents et puis le milieu scolaire, c'est-à-dire et l'enseignant, ceux que l'enfant rencontre à l'école. On se demande, mais
qui doit vraiment tenir la boussole et guider l'enfant vers le choix de carrière? Je me rappelle des fois, on nous donne des papiers pour dire mettez nom, prénom et tout, carrière envisagée. Oui, je dirais que le premier acteur, c'est l'enfant lui-même. Ah, d'accord. Les autres, nous ne sommes que des guides. Parce que malheureusement, ce qui se constate, c'est que beaucoup de parents pensent bien faire et imposent leur choix à leurs enfants. Et il y a un risque là. Et il y a un parent que je connais, sa fille lui a dit dès le début du collège qu'elle était intéressée par le stylisme, la couture. Il dit non, moi je veux te voir en tant que cadre. Il est médecin, il dit je veux te voir. Oui. Mais elle a fini les études, elle a été dans le journalisme, mais après elle a changé. Elle est partie dans le tourisme. Mais voyez donc tout c'est ça. On verra s'il faut vraiment tailler d'importance à ce que l'enfant dit quand il est encore à bas âge ou quand il dit bon papa moi je veux devenir docteur demain. Est-ce qu'il faut se fier à ça et pouvoir orienter l'enfant? On verra tout ça dans un instant. Pour le moment, il est l'heure du journal. Sur le grand rendez-vous, on va retrouver Nadège Sani à la rédaction de BB24 pour le journal. C'est chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Milliers d'enfants travaillent dans le monde malgré leur jeune âge pour marquer la journée contre le travail des enfants. Hier 12 juin, le personnel du ministère du Travail et de l'UNICEF est descendu dans les rues pour sensibiliser les parents. Et la perte des ressources aquatiques dans le monde sont principalement liées à des activités humaines. Que faire pour y remédier? Un spécialiste en environnement nous donne quelques pistes de solutions. La Coupe du Monde Russie 2018 démarre demain jeudi et déjà c'est l'effervescence. Nous sommes allés à la rencontre des supporters ressortissants du Sénégal pour prendre le pouls. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, le ministère du Travail et l'UNICEF ont organisé une campagne de sensibilisation sur le thème « La sécurité et la santé pour les jeunes travailleurs ». Les sensibilisateurs ont parcouru tous les quartiers de Zongo pour faire comprendre aux parents que la place des enfants n'est pas dans les rues, mais plutôt dans les centres de formation professionnelle. C'est un reportage de Calvador Awanou et Léonida Onzo, présenté par Ulvaïs Balogun. Tout le quartier Zongo de la ville de Cotonou est pris d'assaut ce mardi. Sur leur pancarte, on peut lire « Enfants exploités égale nation en danger » ou encore « L'exploitation économique des enfants est un crime ». Des inscriptions qui visent à rappeler la nécessité de la préservation du droit des enfants. Nous sommes à Cotonou, dans la ville de Cotonou et notamment au niveau des artères, des grandes artères de Cotonou, pour marquer la commémoration de la Journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Comme vous le savez, chaque année, la communauté internationale a décidé que nous puissions célébrer, n'est-ce pas, les droits des enfants, en particulier les droits à l'éducation, droits aux loisirs, droits au plein développement de l'enfant. Et donc les préserver contre l'exploitation économique, n'est-ce pas? Et donc c'est pour marquer cette journée que nous sommes là, pour toucher la population, pour les sensibiliser sur la nécessité de faire en sorte que les enfants puissent jouir pleinement de leurs droits et puissent être à l'écart de l'activité économique. La Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants est placée cette année sous le thème « La sécurité et la santé pour les jeunes travailleurs ». Une sécurité que le Bénin est bien décidé à offrir aux enfants travailleurs de moins de 14 ans. Nous avons remarqué que de plus en plus, on a les enfants de moins de 14 ans qui sont astreints au travail et on se demande où sont les parents alors. Ça ne donne pas une bonne image de notre pays. Donc voilà la mission
principale pour laquelle nous sommes sur le terrain, pour sensibiliser. La première phase, c'est pour sensibiliser, mais la seconde sortie, ça va être la répression, retirer les enfants de ces emplois-là. Avis donc aux employeurs d'enfants. Ces enfants sont des êtres fragiles, il faut en prendre soin. L'environnement est très menacé et le monde risque de perdre ses richesses aquatiques et forestières. L'une des principales causes de cette perte est due aux activités de l'homme. Pourquoi les hommes s'acharnent-ils sur la faune? Comment y remédier? Élément de réponse avec José Aboudrenou. Il est au micro de Gloria Oni et Auréole Ayeyon. L'homme constitue la plus grande menace parce qu'on constate que les habitats sont en train de disparaître, que ce soit au niveau forestier, que ce soit au niveau marin ou comme dans les zones humides. C'est l'homme qui occupe ces espaces, mais ce qui est plus grave, c'est que l'homme s'acharne sur les ressources. Et quand on va par exemple au niveau forestier, c'est que toutes nos forêts sont en train de disparaître à cause de l'exploitation forestière. Et là, ça menace gravement l'environnement. Quand vous allez dans nos plans d'eau, au niveau de nos plans d'eau, on constate qu'aujourd'hui, les gens utilisent des engins prohibés. Quand on dit prohibés, c'est des engins sur lesquels on a vu que la façon dont ces engins sont utilisés ne participe pas au développement durable. C'est-à-dire que vous avez des filets à maille réduite qui ramassent même jusqu'aux alevins et aux œufs, ça menace les plans d'eau. Et quand vous allez au niveau marin, nous avons des ressources ailleurs qu'au niveau international comme au niveau régional. On constate qu'il y a un grand commerce qui se développe au niveau, en ce qui concerne par exemple les ailerons de requins. Et là, vous savez, les gens en tuent beaucoup. Il y a des bateaux qui tuent des requins, prélèvent seulement les ailerons et abandonnent la viande. Et ça menace la faune aquatique. Ce qu'il faut faire, c'est que les populations doivent prendre conscience que le développement durable se base sur les ressources qui sont aujourd'hui disponibles et on doit travailler chacun en ce qui nous concerne à ce que chacun joue son rôle. 16 ans après leur dernière participation à une phase finale de la Coupe du Monde, les Lions du Sénégal y sont de retour. Dans les rangs des ressortissants sénégalais vivant au Bénin, la pression monte et l'euphorie gagne du terrain. À quelques heures du démarrage de la compétition, Igor Ayossor et Herman Amegan sont allés à la rencontre de ces Sénégalais. Reportage. Dans l'attente du démarrage de la Coupe du Monde et de l'entrée en liste du Sénégal, son pays, Ndoye, éducateur sportif, se détend en suivant un match de Première Ligue en nouvelle diffusion. Il lui tarde tant que la compétition commence pour voir ses lions rugir dans la jungle russe. Il a entièrement foi en cette équipe. C'est une équipe jeune, plein de joueurs talentueux qui évoluent en Europe dans de grands clubs. Moi, j'ai confiance à cette équipe. Ils peuvent nous apporter quelque chose. Ndoye n'est pas le seul à être euphorique. Ses compatriotes le sont tout autant. Ici, dans cet atelier de broderie, au-delà des basins, le mondial retient également les attentions. Et chacun y va de son pronostic. On était première fois qualifié Coupe du Monde en 2002. On est parti jusqu'à quart de finale. Maintenant, c'est deuxième fois pour qualifier Coupe du Monde. Maintenant, ça, là, on va aller jusqu'à la finale. Si on n'est pas joué finale, on va jouer troisième place. Cette année, c'est un entraîneur africain qui est là, ce n'est pas un blanc. Donc, toute l'Afrique pense Sénégal, ils vont partir loin. Au minimum, on va aller en troisième place. Mais le Sénégal va flammer. Dans les esprits des Sénégalais, le souvenir de 2002 est encore vivace. Surtout, cette victoire face à la France, alors championne du monde en titre. Cela se traduit aisément dans les propos de Ndoye, qui est nostalgique et prend ses airs de reporter sportif de circonstance. Allah Diouf qui prend le ballon, qui attaque Desailly, hein? Le blanc, le bœuf, tout le monde, il les dribble. Qui fait un petit centre. Pas Bouba Diop qui vient, qui met le ballon dans les buts. C'était l'euphorie totale au Sénégal. Les rues du Sénégal étaient bombées de gens. On klaxonnait partout. Les drapeaux étaient sortis dans tous les balcons des maisons. Les femmes dansaient, les enfants criaient. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que cette année aussi, il y aura quelque chose d'extraordinaire. Le Sénégal est logé dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon.
Ici, le nom de la star de l'équipe est déjà scandé. Ces lions à l'appétit vorace représentent donc l'espoir d'un peuple, voire de tout un continent. Bonne chance donc à toutes les équipes. On parle toujours du sport et on s'intéresse cette fois à l'exercice physique encore appelé sport d'entretien. Pour cet exercice, se dépenser est souvent synonyme de bien-être. Ainsi, de plus en plus de Béninois portent une attention particulière à préserver leur santé à travers le sport. Elonia Dalmeda, Rekiat Bankoto et Benol Djogbe sont allés à la rencontre de quelques sportifs de Cotonou. Reportage. Ils squattent chaque jour les salles de sport de Cotonou et ses environs. Ils viennent aussi grossir les rangs des équipes du stade Mathieu Kérékou. Eux, ce sont les nombreux sportifs qui s'adonnent à une pratique du sport pour ses vertus bénéfiques sur la santé. On fait ça pour entretenir, comme le mot le dit, les muscles, disons tous les muscles qui interviennent. Nous sommes à la recherche permanente de la santé. Et avec le sport d'entretien, adieu les pharmacies. Je fais l'abonnement mensuel, je travaille matin et soir. Pendant 3 semaines, activité musculation. La dernière semaine, je fais que du cardio. Ça me permet aussi d'éliminer mon stress, de me sentir un peu plus libre, pouvoir éviter de penser à des trucs inutiles, un peu plus me concentrer. En fait, ça me permet plus de me concentrer sur ce que je veux faire. Des mouvements les plus basiques à l'utilisation de machines, les coachs sportifs, quant à eux, veillent au grain, afin de conseiller au mieux leurs adhérents et surtout préserver leur corps des faux mouvements. Aujourd'hui, les gens croient que tout le monde veut faire du sport parce qu'ils ont remarqué que le sport est un mal nécessaire. C'est le premier médicament de la santé. Les inconvénients, c'est qu'on nous fait faire des mouvements aujourd'hui qui nous amènent encore des maladies. Le fitness, un bon encadreur, doit éviter de faire des mouvements qui font de pression sur le bas-ventre. Il doit sauvegarder la colonne vertébrale. Les professionnels de la médecine sont clairs. Exercice physique et santé font toujours bon ménage. Mais gare à ceux qui, par paresse ou ambition démesurée, voudraient se tourner vers la consommation de pilules ou de compléments alimentaires. Le sport, c'est utile pour tellement d'avantages que ça apporte. Et je pense que le premier médicament qui ne coûte pas du tout cher pour d'énormes problèmes qu'on peut avoir, c'est le sport. Mais toujours est-il que des molécules ont été trouvées pour pouvoir permettre de saucissonner la graisse, en fait, de casser. De la même façon que le sport permet de casser. Et donc, c'est une très bonne chose. C'est excellent comme découverte et comme pilule. Et je pense que ça a ses avantages. Ça a beaucoup d'avantages. Au même moment, je suis désolé, ça ne remplace pas le sport. Parce que le sport, ce n'est pas que casser de la graisse. C'est beaucoup d'autres choses. C'est beaucoup d'éléments. C'est un médicament, par exemple, pour guérir d'une anxiété, pour guérir d'une dépression. C'est des médicaments pour permettre d'avoir une dynamique cardiaque qui est profitable et très utile pour l'organisme. Selon une enquête du ministère de la Santé entre 2008 et 2015, la pratique du sport d'entretien aurait permis de faire baisser de 2% le taux de prévalence d'obésité au Bénin. En Afrique du Sud, la demande de viande transformée s'est contractée de 75% du fait de l'épidémie de l'hystériose. Selon le département du commerce et de l'industrie, l'industrie du porc reste la filière la plus touchée par cet épisode sanitaire. La demande de viande froide a baissé de moitié et les bénéfices ont baissé de 40%.
La Libye va appliquer des frais sur les transactions en devises étrangères afin de réduire l'écart entre le taux de change officiel et le taux de change au marché noir de la monnaie locale. C'est à travers un communiqué publié sur son site web que la Banque centrale libyenne a fait l'annonce. Selon les informations, cette mesure devrait permettre à la Libye de combler l'énorme déficit existant entre le taux officiel de change et le taux en vigueur sur le marché parallèle. Cet écart s'est accentué avec la récurrence des conflits dans le pays depuis plusieurs années et l'absence d'un pouvoir central capable de prendre les mesures nécessaires pour réguler l'activité économique nationale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain. À demain, Nadège Sani, on va vous retrouver à 19h45 pour le journal. Toujours le même exercice, mais d'autres informations, bien évidemment. Alors, on revient en plateau avec Madame Armelle Siabo, conseillère en éducation. Avec elle, nous parlons bien sûr d'orientation scolaire et plus précisément de comment choisir en réalité la carrière, aider l'enfant à choisir sa carrière. Alors, je me posais la question de savoir s'il faut vraiment se fier à ce que dit l'enfant quand il est petit, quand on lui demande qu'est-ce que tu aimerais devenir, et puis il te dit moi je veux devenir médecin demain, par exemple. Est-ce qu'il faut se fier à ça et l'orienter en conséquence? Il faut y prêter attention. Ah, d'accord. Maintenant, on sait que c'est un enfant, il a le temps de grandir. Beaucoup de choses peuvent se passer en chemin. Parce qu'il est intéressé par la médecine, c'est peut-être quelque chose qu'il a vu à la télé qui l'a captivé. Ça, c'était mon cas. Moi, je disais chirurgie ou interprétariat. À cause d'un feuilleton ça me passionnait ce que je voyais de la chirurgie. Mais de là à le pratiquer, il y a un chemin. Mais il y avait quelque chose de réel là. J'étais attirée par le désir d'aider les gens. Donc, il faut être attentif, avoir faim, prendre note de ça. Et comme j'ai dit, avec le temps, ses passions, l'aider à développer ses passions, à être attentif donc à ce qui se passe autour de lui. Et enfin, quand le moment s'approche pour l'orientation, il y a les tests. Pourquoi je parle de moment? C'est que les tests qui existent, c'est à partir d'un certain âge. En tout cas, les tests que moi j'utilise. Donc, il faut 15 ans pour être proche de cet âge-là. Donc, il y aura les tests qui vont lui permettre d'avoir quelque chose de plus. C'est vraiment scientifique. Il va comprendre quelle est sa personnalité et quels sont les métiers qui vont avec cette personnalité-là. Et le fait qu'il ait déjà une idée de ce qu'il aime et autres, il pourra maintenant faire un choix par rapport à tout ça. Voilà mes centres d'intérêt, les domaines qui m'intéressent. Voilà ce que le test me révèle un peu plus de moi et des métiers qui cadrent avec ma personnalité. En général, ça se rapproche. Ça se rapproche. Oui. Et aussi, ça ne se rapproche pas. L'élève ou la personne a la possibilité maintenant de faire un choix, mais il est informé avant de faire ce choix. Le problème, c'est qu'il faut aussi que les parents soient sensibilisés à la chose, à l'orientation scolaire, que les parents soient sensibilisés à faire attention aux gestes, aux mouvements, au désir, au plaisir, ce à quoi l'enfant prend plaisir en réalité. Oui. Et c'est ça l'essentiel. Donc, avant d'orienter l'enfant, il faut penser à orienter d'abord les parents. Oui, j'en discutais avec Armelle Dotou, vous l'avez reçu. Je disais qu'il y a le besoin vraiment de sensibiliser. Parce que c'est parce que les parents pensent bien faire. Mais si on les informe, ils sauront mieux faire. Donc, c'est vrai qu'il faut être attentif, savoir quoi faire de l'information qu'on obtient ou des informations qu'on tire de l'interaction qu'on a avec les enfants. Il faut vraiment les sensibiliser. Donc, des conférences ou des activités qui invitent les parents et ou à la télé ou bien hors de la télé pour les informer vraiment de ce qu'ils peuvent faire dans ce domaine-là. Dans ce domaine. Oui. Ah oui, il y a beaucoup de boulot pour notre enfant. Vous savez, souvent, les enfants s'amusent aussi. Est-ce qu'on peut identifier la carrière, aider l'enfant à choisir sa carrière par rapport au jeu qu'il aime?
pratiquer. Par exemple, quand il s'amuse, un enfant, on se dit, mais s'il aime ces genres de jeux, c'est que ce métier peut lui être destiné ou il peut évoluer dans cette profession. C'est possible, c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre note de ça. Mais il ne faut pas courir et tirer la conclusion hâtive que c'est ça. Parce qu'en général, ce que l'enfant aime faire, ça donne déjà, c'est un signe avant-coureur de ce qui va l'intéresser comme métier. Mais ça ne suffit pas. Vous voyez, si des tests ont été développés, c'est pour vraiment conforter et s'appuyer sur quelque chose de plus sûr que nos suppositions. Okay. Donc ça, souvent, c'est le cas. Un enfant qui aime démonter les télés ou les radios, et on commence à crier parce que là, il est en train de gâter. Vous l'achetez un jouet, pardon, dans la journée ou 2 jours après, c'est que tout est fini. Il a déjà tout ouvert. Il est tellement curieux de savoir ce qui bouge à l'intérieur de ce jouet. Il démonte, et puis bon, c'est gâté. Mais on se met à crier en tant que parent sur cet enfant-là. Alors qu'en fait, c'est vrai que c'est normal de crier. Donc peut-être quand on a un enfant pareil, il ne faut pas lui acheter ce qui coûte excessivement cher. C'est-à-dire, on sait, il y a les secondes mains aussi. Ce n'est pas mauvais en ce sens-là. Okay. Vous savez que l'enfant aime démonter, ok. Achetez-lui plutôt ce genre de choses qui est déjà moins cher, donc vous économisez, mais vous lui permettez aussi de vraiment pousser sa curiosité au loin, parce que c'est souvent de tels enfants on n'essaie pas de les détourner. Ils finissent toujours par faire des métiers de ce genre-là. Soit c'est la mécanique, soit c'est tout ce qu'il y a autour de l'ordinateur. Et ils vont dans ce sens-là, souvent. Dans ce sens, tout simplement. Oui. Il y a des enfants qui aiment la moto, il y a le vélo, il y en a d'autres qui aiment la voiture. Ils peuvent finir comme mécano. Et il n'y a rien de honteux à être mécanicien. Hein. Regardez toutes les voitures que l'on a dans le pays, toutes les motos, on ne peut pas chômer. Et là, vous parlez des besoins. Est-ce que les parents peuvent aussi se baser sur les besoins de la société pour orienter leurs enfants? Se dire, par exemple, il y a beaucoup de voitures, il y a moins de mécaniciens au Bénin ou mécaniciens performants au Bénin, je préfère envoyer mon enfant dans ce secteur-là, demain, il aura à faire. Il faut le laisser choisir, c'est mieux. Ça évite les drames, ça évite la perte de temps. Parce que quand l'enfant n'aime pas quelque chose, en fait, c'est tout le monde, nous sommes tous ainsi. Quand nous n'aimons pas quelque chose, ce n'est pas facile. Supposez que moi, je n'aime pas parler en public. Vous pensez que je pouvais être là? Ou supposons que je suis dans un domaine qui n'est pas le mien et on me demande maintenant de venir présenter dans ce sens. Je ne pourrais pas le faire avec comment je vais dire, toute la passion, avoir la facilité. Est-ce que vous avez à parler d'orientation scolaire? C'est pour ça que c'est très dangereux de pousser l'enfant. Il faut plutôt l'informer de ce qui existe et de ce qui est utile dans le pays. Oui, voilà les secteurs porteurs. Et il connaît les secteurs porteurs, il connaît ce qu'il aime, et il connaît les métiers qui correspondent à sa personnalité. Et maintenant, il sait les années d'études, parce que certains enfants disent « Ok, j'adore ce domaine, mais je n'ai pas envie d'aller faire 7 ans à l'université, par exemple. » Donc, ils savent maintenant quel choix ils peuvent faire. Parce qu'on leur a mis tout là, on les a informés de tout. On les a informés de tout ça. Oui. Pour devenir médecin, mais il va falloir que tu travailles dans telle matière. Hein. Il va falloir que tu t'intéresses à telle chose. Il va falloir que tu fasses ci et tout. Alors, donc, quand l'enfant dit, par exemple, je veux devenir médecin, ce serait bien pour un parent d'acheter peut-être des films où les enfants, où on pratique de la médecine, où on développe beaucoup plus les valeurs liées à la médecine, c'est ça? Il faut l'informer. C'est qu'il y a ces outils-là pour que l'enfant touche ou goûte à ce qui est médecine. Okay. J'ai une amie qui a vécu en Suisse. Elle m'a raconté qu'ils ont un centre. Et c'est comme un zoo, mais en fait, c'est tout ce qui est métier. Elle m'avait montré des photos où c'est le stéthoscope, c'est ceci, tout ce qui concernait la médecine, entre autres, et d'autres métiers. Donc, imaginez s'il y avait ce genre de centre ici, voilà ce genre de choses. Et l'enfant se rend compte que, bon, la médecine dont je parle, là, il y a ceci, on fait quoi avec? Si, par exemple, un enfant n'aime pas le centre, tout de suite, au fur et à mesure qu'il s'informe de tout ça, il va se dire, tiens, la médecine, d'accord, mais cette histoire de sang, mais de l'autre côté, on peut l'informer. Tu sais, ça peut faire peur, mais tu seras peut-être habitué. Mais en tout cas, il faut qu'il soit juste informé. Il est enfant, il ne faut pas déjà, comment on dit, aller au-delà,
comment on dit, devancer les faits. Il ne faut pas devancer les faits, il faut juste l'informer. Et quand le moment sera venu, ça se fera tout seul. Tout seul. Merci beaucoup à vous, Armelle Siagbo, pour toutes ces informations, pour cette orientation que vous nous avez donnée 2 jours avec vous. L'autre jour, c'était avec Madame Amel Dotou, voilà, 2 Armelle sur le plateau pour nous parler d'orientation scolaire. J'espère que vous allez signer également votre retour sur BB24 à travers d'autres canaux également pour davantage sensibiliser la population à l'orientation scolaire parce que c'est très important. Ça, c'est assurer l'avenir d'un pays en tout cas. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Le grand rendez-vous, ce sera cette fois-ci avec la célébration du jour. Oui, nous allons célébrer, nous allons sensibiliser bien sûr la population à l'albinisme. C'est leur jour aujourd'hui, on va les accueillir, on va parler avec eux. Franck, dans un instant sur ce plateau. C'est la journée de sensibilisation à l'albinisme et on reçoit Franck Weteou. Je dirais que c'est pratiquement le plus connu des personnes à tête d'albinisme au Bénin. Hein. Franck, bonsoir. Bonsoir, Asiom. Merci d'être là. Merci. Vous êtes bientôt le coordonnateur de l'ONG Divine Connection Worldwide. Aujourd'hui, dites-nous exactement, en tant que personne atteinte d'albinisme, est-ce que vous vous sentez béninois? Est-ce que les Béninois, enfin, ont compris que vous et nous, on est même chose? Bon, je suis béninois à 100% et si quelqu'un ne connaît pas, si quelqu'un ne sait pas, c'est le moment pour lui de le savoir. De le savoir. Et ce que je sais, c'est que la lutte est longue et puis on n'a pas encore atteint le bout du tunnel. Très bien. Tout le monde ne sait pas encore qui nous sommes et c'est pour cela que nous sommes fiers de célébrer cette journée. Ok. Tout le monde ne sait pas encore qui vous êtes. Vous êtes qui en réalité? Dites à la population béninoise, surtout pour ceux-là qui ne savent pas encore qui vous êtes. Ok, nous sommes des êtres humains, oui. Hommes comme femmes. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Évidemment, tout le monde ne peut pas être mécanicien, tout le monde ne peut pas être chauffeur non plus. Donc, si nous choisissons de faire quelque chose, nous la faisons très bien. Oui. Et comme toute personne, nous avons juste une différence, c'est-à-dire notre couleur de peau n'est pas la même que pour la plupart et notre acuité visuelle n'est pas la même que pour la plupart. C'est tout ce qui nous différencie. On est des hommes. Voilà, vous êtes des hommes. J'aurais appris, Franck Weteou, que les albinos peuvent faire tout ce que, bon, nous autres qui avons la couleur normale, bon, en quelque sorte, la couleur dite normale que nous faisons, que les albinos peuvent faire également ces mêmes choses. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, dans certaines circonstances, oui. Mais ce n'est pas totalement vrai dans toutes les circonstances parce que, vous voyez, on ne peut pas mettre le poisson et le singe au pied d'un arbre pour dire aux deux de grimper dans l'arbre et finalement qualifier le poisson d'incompétent. Donc, ce que je dis, c'est que chacun de nous, les personnes atteintes d'albinisme peuvent faire tout. Cela dépend des conditions dans lesquelles elles sont. Par exemple, une personne atteinte d'albinisme peut valablement être couturier si son albinisme n'est pas aussi prononcé que pour moi. Okay. Et une personne atteinte d'albinisme peut conduire sa propre voiture si son albinisme n'est pas aussi prononcé que moi, que chez moi, ou bien son albinisme oculocutané n'est pas aussi ce que j'ai. Et puis peut-être il peut être atteint d'albinisme cutané seulement, donc il peut conduire normalement. Et ce que les gens peuvent faire sous le soleil, si on nous met à l'abri du soleil, on peut faire aussi. Ah oui, ça c'est vrai. Et donc voilà les conditions dont vous avez besoin pour être davantage au service du développement de votre pays. C'est ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait dans ce sens aujourd'hui à votre endroit? Bon, ce qui est fait à notre endroit, vous parlez des autorités de l'État? Bon, que ce soit des autorités, que ce soit au niveau des organisations, des ONG sur le plan national et international. Bon, je félicite réellement le combat de plusieurs ONG que je salue au passage par ici pour le mieux-être des personnes atteintes d'albinisme au Bénin et au-delà. Je salue aussi les efforts qui sont en train d'être
fait dans l'ombre par les autorités pour que les personnes atteintes d'albinisme aient un mieux-être au Bénin. Cependant, je reste sur ma soif par rapport à un certain nombre de choses. Très bien. La première chose, l'éducation chez les personnes atteintes d'albinisme n'est pas inclusive. Nous ne sommes pas considérés dans les écoles comme des personnes à besoins spécifiques. Et comme ça, on nous remet les mêmes épreuves à la même taille, à la même couleur, et on nous demande de finir les épreuves dans la même durée que les autres. Et si on ne finit pas, on nous traite d'incompétents. Ce n'est pas juste, ce n'est pas de l'équité. Maintenant, pour que les choses changent, c'est au niveau de l'État que cela doit être. Et depuis 1 an, comme ça, nous avons commencé à faire le plaidoyer pour les examens de fin d'année et les concours qu'on organise, qu'on puisse tenir compte des personnes atteintes d'albinisme et donner des épreuves à la taille 16, la Police Times, New Romance, et aux personnes atteintes d'albinisme qui seront dans ces examens et concours. Cela permet que nous soyons sur les mêmes pieds d'égalité avec les autres qui voient mieux que nous. Il y a aussi, par rapport à l'enseignement, à la formation des encadreurs des personnes atteintes d'albinisme. Les maîtres et les professeurs d'école, de collège ne savent vraiment pas comment il faut encadrer une personne atteinte d'albinisme. Il faut donc les former à cela. Oui, il faut les former à cela et nous plaidons pour que le guide rapide pour l'encadrement des personnes atteintes d'albinisme en situation de classe soit intégré dans le curriculum de formation des enseignants, dans les écoles professionnelles de formation des enseignants. Nous sommes prêts à venir enseigner. Nous sommes prêts aussi à fournir le guide ou bien à donner une formation des formateurs pour que les gens puissent prendre le guide et aller enseigner. Aussi, ceux qui sont déjà sur le terrain, nous sommes prêts à pouvoir venir les enseigner. Ok. Alors, vous êtes prêts donc à venir enseigner ces personnes, ces enseignants également. Vous disposez de quels moyens aujourd'hui? C'est vrai, il faut une chose est d'être prêt, l'autre est d'avoir les moyens pour pouvoir assurer cette formation. Bon, moi je voudrais que vous rassurez davantage les autorités qui vous écoutent, qui sachent en réalité, ah oui, ils ont de quoi en réalité assurer ce qu'ils disent. Première chose, oui. Vous me voyez là. Mon physique là, c'est déjà le moyen le plus sûr pour convaincre qui veut. Ce que j'ai enduré pendant 38 ans, je ne peux pas vouloir parler de ça et bégayer. Je ne peux pas. Donc, ça, c'est le premier moyen. Oui. Le deuxième moyen, il y a le guide rapide pour la formation des enseignants à l'encadrement des personnes atteintes d'albinisme en situation de classe. Ce que nous avons sur nous, c'est à notre disposition et nous pouvons mettre à disposition qu'il veut. Nous avons notre document que nous avons écrit, édité, le manifeste de l'albinisme, qui est une ressource rare en matière d'albinisme au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Donc, nous avons fait du chemin. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé l'activisme. Et quand nous avons commencé cela, nous avons poussé nos recherches très loin. Et nous avons sorti des résultats probants que nous avons inclus dans nos documents. Donc, ces choses sont des ressources que quiconque peut utiliser. Et nous avons fait un documentaire, ce n'est pas un, nous avons fait beaucoup d'émissions comme ça qui sont disponibles. Les gens peuvent voir ce de quoi nous sommes en train de parler. Vous êtes en train de parler. Oui. Et donc, il y a plusieurs outils que vous pouvez donc mettre à la disposition de ces organisations, au niveau de l'État également, pour qu'on puisse davantage savoir comment prendre soin, quelles sont les conditions dans lesquelles il faut donc mettre donc, ces personnes atteintes d'albinisme pour qu'ils soient également efficaces, pour qu'on arrête de les traiter d'incompétents sans raison en réalité. Merci beaucoup à vous. Alors, au niveau de l'ONG Connection Worldwide, vous avez certainement des activités. Comment ça se passe en réalité? Comment ça s'est passé la journée chez vous puisqu'on est complètement le soir? La journée, ça a commencé déjà par les médias. Oui. Beaucoup de médias nous ont appelés pour que nous puissions donner des interviews, donner des clarifications par rapport à l'albinisme. Tout à l'heure, nous étions
au centre Obama, à l'université d'Abomey-Calavi, où nous avons parlé de l'albinisme, nous avons tourné un film, et nous avons fait une conférence sur le thème de la journée qui est « Faire briller notre lumière sur le monde ». Et comment? Parce que vous êtes lumineux, c'est ça? Mais c'est ça, c'est le thème de cette année. Vous êtes lumineux. Donc on a fait briller notre lumière parce que là, les médias nous ont eu, les étudiants, les curieux, oui, les responsables d'ONG, tout le monde. Personne ne peut dire qu'il n'a pas entendu parler d'albinisme de façon expresse. De toutes les façons, s'il n'a pas encore entendu, oui, d'ici à là, ça va l'atteindre. Ça va l'atteindre. Cette lumière-là. Cette lumière-là va l'atteindre, c'est clair. Tout simplement. Oui. Et donc, voilà donc les activités que vous avez eu donc à mener aujourd'hui pour célébrer donc cette journée. Alors, à part cette journée, qu'est-ce que vous faites de façon quotidienne? Vous avez déjà parlé, bien sûr, de vos films que vous avez eu à réaliser et tout. Que pensez-vous dans l'avenir, en tout cas pour les personnes atteintes d'albinisme au Bénin? Parce que là, je comprends que c'est une lutte pour vous, par vous-même. Oui. Bon, il y a 3 choses sur lesquelles il faut mettre l'accent. Il y a la sensibilisation quotidienne, la sensibilisation continue pour dire que les personnes atteintes d'albinisme ne sont pas des esprits. Ce sont juste des hommes avec une différence. Et cette sensibilisation va faire baisser les meurtres, les enlèvements et les crimes rituels que nous avons maintenant, qui sont devenus de plus en plus récurrents au Bénin. Ah oui? Ah, bien sûr. Ah, je pensais que ça a diminué. Non, ça n'a pas diminué. Vous savez de quand date le dernier enlèvement? Ah, mais dites-nous. C'est du 27 janvier 2018. Il y a quelques mois seulement. Oui, il y a quelques mois seulement. Et ça, c'est ce que nous avons appris. Donc, ce qu'on n'a pas appris, ça passe inaperçu. Donc, il faut que ça change. La deuxième chose, c'est je vais inviter les autorités à commencer vraiment par prendre en charge la consultation dermatologique chez les personnes atteintes d'albinisme. À peine nous sommes 2000 au Bénin. Je n'ai pas les statistiques réelles parce que aucun recensement national n'a jamais mis albinisme comme signe particulier, comme variante, pour qu'on puisse savoir telles personnes qui sont... Ils n'ont même pas mis dans les choses de... êtes-vous personne handicapée? Ils ont dit quel type d'handicap? Ils n'ont pas mis albinisme comme handicap. Dans la liste. Dans la liste. Donc, comment on fait? On n'est ni handicapé, ni personne mise à part, ni personne vulnérable. Bon, je pense que ça va être corrigé. On espère. On espère que ça va être corrigé les fois à venir. Il faut également que ceux qui conçoivent les applications, les plateformes, pensent à mettre cela aussi, à prendre ça en compte. Oui. Donc, nous pensons que par rapport à la consultation dermatologique, on doit faire ça 2 fois par an. Et il y a des gens qui ne peuvent pas trouver l'argent pour faire les 2 fois par an. L'État peut faire ça, puisque quand on détecte le cancer de la peau tôt, ça peut se traiter. Mais si ce n'est pas détecté tôt, c'est difficile de le traiter. Et c'est ça qui tue la plupart des personnes atteintes d'albinisme. La troisième chose, c'est renforcer l'encadrement des personnes atteintes d'albinisme en situation de classe. Le fait que ces personnes ne sont pas bien entretenues, bien encadrées en situation de classe fait qu'elles abandonnent les bancs. Et quand elles abandonnent les bancs, elles sont exposées au métier de sous le soleil. Et bienvenue les dégâts avec le cancer de la peau. Donc c'est une nébuleuse, c'est une chaîne. Et si on arrive donc à les maintenir à l'école le plus loin possible, le plus longtemps possible, on diminue le plus possible le risque de cancer de la peau. Merci beaucoup à vous, Franck Ouetterou. Je rappelle que vous êtes le directeur de Divine Connection Worldwide, ONG. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, célébrer cette journée avec nous, répandre votre lumière sur ce plateau du grand rendez-vous
Merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Amen. Allez, vous restez avec nous le temps qu'on parte, bien sûr, de ce plateau. Merci beaucoup d'être venu tout simplement. Alors, le grand rendez-vous, on va se retrouver sur la toile, cette fois-ci, pour l'actualité sur le web. C'est l'Actu Web. Amis de la revue de l'actualité en ligne, bienvenue et bonsoir. Nous démarrons l'actualité par le Bénin. Falsification de quittance à la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. L'ancien directeur général David Babalola est condamné à 36 mois d'emprisonnement ferme. C'est une information que nous apporte le journal en ligne 24 heures au Bénin. C'est la sentence que le juge a rendue mardi dernier au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. David Babalola devra également s'acquitter d'une amende de 1 million de francs CFA. Au Gabon, plusieurs élèves sont portés disparus après une baignade. Selon Radio France Internationale, les réseaux sociaux parlent de 15 morts ou disparus. La justice reconnaît 3 morts. La polémique enfle sur la disparition de plusieurs élèves d'un même collège, partis se baigner sur une plage de Libreville pour fêter la fin de l'année scolaire sans avertir leurs parents. Plusieurs élèves sont partis pour ne plus revenir chez eux. Dans une déclaration lundi, le procureur de la République a reconnu la noyade de 3 élèves du CES d'Akébé. Certains parlent de crimes rituels pour permettre à des personnalités politiques d'être élues lors des prochaines élections législatives. Mardi, Guy Bertrand Mapangou, ministre de la Communication, a dénoncé une récupération politicienne. Selon lui, la veille de chaque consultation électorale, des esprits malins et chagrins s'éveillent pour voir dans chaque décès d'un Gabonais un crime qu'ils qualifient mécaniquement ou tendancieusement de crime rituel. Il faut souligner que la plage où les corps ont été repêchés est fermée jusqu'à nouvel ordre. Actualité au Burundi, cheveux courts pour toutes les filles à l'école. C'est une décision du gouvernement. Ni tresse, ni lissage, ni coiffure compliquée. Depuis la dernière rentrée scolaire au Burundi, toutes les filles sont logées à la même enseigne. Les cheveux courts sont obligatoires dans tous les établissements d'enseignement. Des dépenses de soins capillaires en moins, se félicitent les uns, une atteinte aux libertés retoque les autres sur Radio France Internationale. Fin de cette revue de l'actualité en ligne. À demain. Ah oui, mais là, moi, je suis pour, Patrick Adjabodjou. Dites-le, peut-être que vous a reparté sur le site, tout simplement, pour dire que je suis pour les cheveux courts, pour toutes les jeunes filles à l'école. Oui, c'est tout à fait normal. Ça fait moins de dépenses pour les parents aussi. Et moins de temps perdu également dans les salons de coiffure, pourquoi pas. Allez, on va jeter un deuxième coup de regard sur le tableau de prévision de la météo avant de partir.
Oui, hein, c'est Koubé qui est à l'honneur à travers la météo cette semaine. Vous l'avez donc remarqué. Mais comment est-ce qu'il faut saluer les enfants de Koubé en Yoruba? Comment est-ce qu'on peut dire ça? Je sais que saluer, c'est Moki. Bon, Moki est mon Koubé. Hein? Bon, je sais hein, pas où placer le bobo là, quoi. Bon, mais c'est pas grave. Je vous salue tous, en tout cas. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On va se retrouver demain à 19h00 pour un autre grand rendez-vous. Nouveau contenu également à découvrir. Bonne soirée.